voter in fine les actes conciliaires et que ça s'impose par la suite à toute l'Église. Mais c'est là où, à mon avis, il faut se différencier. Le plus important, à mon avis, c'est que cherche à faire François, c'est de sortir d'une gouvernance quelque part de verticalité vers une gouvernance qui élargit le scope, je dirais, si le terme est permis, anglais, le périmètre de la participation, de la contribution des laïcs, etc. Et cet esprit qui souffle, moi je dis, et qui s'installe, doit peut-être faire des fruits sur la durée pour pouvoir rentrer dans une vraie démarche conciliaire, une vraie démarche synodale, telle que l'Église le comprend. Carole et Richard Dez. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs prolonger le débat après le retour de l'information. Et puis on parlera aussi, Louis Dauphren, d'Halloween. Rime-t-il avec Oui, ça c'est après. Effectivement, on parlera du Liban aussi entre-temps. Et réagissez à tout moment par mail, direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. Un message sur la synodalité, justement. Philippe qui nous dit, faut-il réduire le synode à un conseil en management ou en égalité femmes-hommes? D'abord, il nous invite, nous, chrétiens de base, à nous écouter les uns les autres et à dialoguer. On pourra réagir à ça après les informations. Aujourd'hui, Sylviane a le sentiment du devoir accompli. À 78 ans, elle vient de donner un coup de pouce financier à ses petits-enfants. Mais surtout, Sylviane a fait une donation à la Fondation Foch. Elle aide ainsi 300 médecins et chercheurs de l'hôpital Foch à combattre la maladie et soutient une médecine d'excellence au service de tous. Legs, donation, assurance vie, comme Sylviane, soutenez l'hôpital Foch. Appelez le 01 46 25 27 74 ou connectez-vous sur fondation-foch.com. Du deuil à l'espérance chrétienne pour approcher et accueillir l'amour de Dieu. Prions en Église et le sanctuaire de Montligeon vous invite à suivre le parcours Toussaint 2024, du deuil à l'espérance chrétienne. À partir du témoignage de Brigitte, maman d'Arnaud décédé il y a plus d'1 an, dont Paul Denisot, recteur du sanctuaire, nous propose une mini-catéchèse pour passer de la douleur de la mort d'un proche à la consolation. En 3 étapes, ce parcours est gratuit et disponible sur le site et dans l'application Prions en Église. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. À l'heure où de grandes entreprises américaines ont interdit le télétravail à leurs salariés, comment donner plus d'autonomie aux salariés? Réflexion ce mardi à 17h dans cette émission Quête de sens. Nous sommes le mardi 29 octobre, il est 9h30. Les informations sont présentées par Cécile Mérieux. Le Premier ministre a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale. Un communiqué de Matignon indique que tout s'est très bien passé et que Michel Barnier a repris normalement son travail dès lundi, sans donner davantage de précisions sur la santé du chef du gouvernement âgé de 73 ans. Un nouveau revers pour le gouvernement autour des débats sur le budget de la sécurité sociale. Le texte est arrivé hier à l'Assemblée nationale et d'emblée, les députés ont rejeté ses premiers articles. La pression est mise sur le gouvernement. Il risque de n'avoir d'autre choix que le 49.3 pour faire passer son budget. 4 syndicats hospitaliers appellent à la grève pour préserver le budget de l'hôpital public. 10 milliards d'euros, c'est le montant global engagé par tous les nouveaux accords entre le Maroc et la France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron entame son 2e jour de visite d'État auprès du roi Mohamed VI. La série d'accords porte sur les énergies renouvelables, l'eau, le secteur portuaire ou encore le transport ferroviaire. Au Liban, au moins 60 personnes ont été tuées dans plusieurs raids israéliens dans l'est du pays. Des bombardements sur plusieurs localités de la province de Baalbek, un des fiefs du Hezbollah. Des milliers de Géorgiens ont manifesté hier soir dans la capitale Tbilissi pour dénoncer le résultat des législatives de ce week-end. Ils l'estiment falsifié par le gouvernement pro-russe. Les ministres européens ont déploré la violation des règles internationales. Ils réclament une enquête. 12 000 soldats nord-coréens seraient bientôt déployés en Russie, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien alerte sur une nouvelle escalade dans le conflit. Une attaque aérienne à Kharkiv a tué au moins 4 personnes tôt ce matin. Kiev a également été ciblé dans la nuit par une attaque de drone qui a provoqué des incendies. Enfin, la Chine enverra demain 3 nouveaux astronautes vers sa station spatiale Tiangong, dont une femme. La mission est destinée à renforcer l'expérience en orbite de la Chine et à préparer sa conquête de la Lune d'ici 2030. Merci Cécile, on se donne rendez-vous à 10h pour un nouveau rappel des titres.
Nous sommes toujours avec Carole Sabat, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, et Richard de Sèze, essayiste, consultant en communication. Et on continue, Louis, d'évoquer le synode. Oui, on va continuer à en parler parce qu'il y a quand même Si vous nous écoutez depuis le début, vous avez peut-être des interrogations sur le statut de cette réunion et ce que l'on peut en faire aujourd'hui. Le synode, c'est le fruit d'une consultation des catholiques du monde entier depuis 2021, ce n'est pas rien. 16e Assemblée générale du synode qui s'est distinguée par un fonctionnement plus horizontal. La première participation de laïcs, une cinquantaine de femmes, jugée comme une révolution pour cette institution créée par Paul VI en 65, et le synode qui va s'achever dimanche matin par une messe célébrée par le pape François à la basilique Saint-Pierre. Ce qu'on essaie de savoir, c'est la pertinence, en fait, et le statut, je le disais à l'instant, d'une telle réunion. Carole Sabat, on a essayé de voir l'aspect écuménique, et donc je vous avais lancé tout à l'heure sur le côté orthodoxe, ça ressemble au conciliarisme des orthodoxes, et on a parlé de vents démocratiques qui ont soufflé. Ce que conteste Richard de Sèze, qui nous dit qu'en fait les catholiques de base ne se sont pas mobilisés, c'est la superstructure de l'Église qui a bougé, avec des agendas politiques, et des agendas politiques qui veulent faire avancer, semble-t-il, Richard de Sèze, l'Église plutôt vers une forme de progressisme que vers une sociologie plus traditionnelle. C'est ça, si je comprends, si j'essaie de décrypter. Absolument. Le rapporteur général du synode ne dit pas autre chose. Je parle du cardinal Ulrich. Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a qui marchent à droite, d'autres à gauche. Certains sont un peu en avance, d'autres un peu en retard. Et donc, évidemment, ce ne sont pas les gens de gauche qui sont en retard. Et ça se joue sur quel type de sujet? Par exemple, effectivement, la pastorale des femmes. Mais ça, c'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est la manière dont on nous dit en permanence que le peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu, comme dit le pape François, a un sens infaillible de l'Église. Et que donc ce que veut le peuple de Dieu, et qui est censé avoir été écouté à travers les synthèses épiscopales, continentales et ensuite de toute l'Église, s'est exprimé. Et donc ce que veut le peuple de Dieu, par exemple la bénédiction des homosexuels ou le diaconat féminin sous toutes ses formes, est une expression populaire. Alors qu'en fait, il y a un défaut de consultation initiale. Et c'est ça que on refuse de prendre en compte dans la manière dont l'Église, malgré d'ailleurs les alertes des conférences épiscopales ou des évêchés, quand on lit ce que l'évêché du Morbihan raconte de la consultation en expliquant qu'en fait la plupart des paroisses n'étaient pas intéressées, qu'en fait il y a un trou générationnel entre les 20 et les 60 ans, enfin, autrement dit, on voit bien que... Qui reflète aussi un peu la démographie des catholiques de France. Mais peut-être, mais quand on voit aussi la manière dont les jeunes catholiques réclament quelque chose que les évêques de France n'ont pas l'air d'entendre, on est stupéfait qu'on prétende que ce soit un processus démocratique. Mais malgré tout, il y a une démocratie. Et si je devais retenir quelque chose d'intéressant du concile, du synode, je ne sais même pas pourquoi je fais la chose, c'est que il y a effectivement, on est en train d'installer un gouvernement plus horizontal, un gouvernement plus éclaté, où les conférences nationales vont avoir plus de poids. On demande que le pape consulte les conférences épiscopales nationales avant de prendre des décisions. Et d'une certaine manière, c'est intéressant parce que quand on voit la manière dont les évêques américains réagissent sous le pontificat de François sur un certain nombre de choses, quand on voit la manière dont les évêques africains réagissent à Fiducia Supplicans, on se dit qu'il va peut-être y avoir un rééquilibrage et que les conférences épiscopales vont réussir à contrebalancer le progressisme vaticanesque qui prétend être issu du peuple et inspiré par l'esprit, alors que ce que nous apporte ce synode sur la synodalité, c'est que l'esprit soufflant où il veut, il souffle aussi chez les réactionnaires africains et chez les conservateurs américains. Ouais. Et je me tourne vers Carole Sabat d'ailleurs, dans ce que vous dites, donner plus de poids aux conférences des évêques locales. N'y a-t-il pas là un risque d'autocéphalie, c'est-à-dire que presque de schisme, que chaque conférence épiscopale nationale fasse un petit peu ce qu'elle veut? Et c'est intéressant de s'interroger en quoi l'Église orthodoxe a peut-être pu se nationaliser parfois et donc avoir des oppositions entre différentes nations et différentes conférences épiscopales et différents pays. Carole Sabat. L'organisation de l'Église, une indivise, était une organisation d'église autocéphale, c'est-à-dire y compris Rome. Rome était dans la pentarchie. Jusqu'au 5e siècle, 6e siècle, 7e siècle, jusqu'au 10e siècle, elle était dans la pentarchie, ce qu'on appelait la pentarchie, c'est-à-dire les 5 sens, je dirais, du corps ecclésial de l'époque de l'Empire byzantin.
Et donc, ce qu'on considère dans l'Église orthodoxe, c'est le principe de base en fait de l'ecclésiologie telle qu'elle a été pratiquée par saint Ignace d'Antioche, telle qu'elle a été pratiquée par tous les grands saints, je dirais. C'est le principe de l'Église locale. C'est-à-dire que chaque Église locale s'autogouverne en tant que telle. Autocéphalie, ça veut dire képhalos, c'est la tête. Autocéphalie, ça veut dire s'autogouverne en tant que telle. Qu'est-ce qui unit les différentes églises autocéphales? Elles se sont organisées après, par la suite, au début 1er, 2e, 3e siècle, avec l'Empire byzantin, en fonction d'ères, je dirais, civilisationnelles. C'est-à-dire il y avait l'église d'Antioche et tout ce qui était autour de l'église d'Antioche, qui est devenu par la suite le patriarcat d'Antioche, là où les chrétiens ont été appelés chrétiens la première fois, comme on le dit dans l'Acte des Apôtres. Après, il y a eu Alexandrie, aussi la sphère alexandrine, du patriarcat d'Alexandrie. Il y a eu la sphère en fait du patriarcat de Constantinople, la sphère du patriarcat de Rome, et donc cette pentarchie organisait l'Église en tant que telle. Le principe de base, c'est que on est l'une Église indivise, dans le sens où on a une seule foi, qui est la foi orthodoxe dans le sens canonique du terme et dans le sens dogmatique. Mais il y a des oppositions quand même. Après, il y a les expressions, je dirais, des différentes églises. Donc chaque église s'organise. Mais le lien de la foi doit être le même. Le lien ecclésial doit être le même. Et ce qui est les garants, finalement, de la lutte contre les hérésies, on le voit très bien. Les conciles œcuméniques ont été convoqués par qui? Ils ont été convoqués par les autorités politiques. C'était l'empereur qui a convoqué en fait le premier œcuménique, parce qu'il y avait l'hérésie de Darius, etc. Et donc pour avoir la paix dans l'empire, en fait, il convoquait ces conciles œcuméniques. Mais les pères des synodaux et conciliaires refusaient que le pouvoir politique intervienne. Mais qu'on n'est pas un leurre, il y avait des courants doctrinaires, il y avait des luttes de pouvoir à l'intérieur des conciles. Qu'est-ce qui fait que, in fine, c'est l'Esprit Saint qui souffle et c'est la vérité de l'Église qui sort. C'est le processus conciliaire en tant que tel. Si on commence à faire rentrer les logiques de gouvernance... Ce processus, pardonnez-moi de vous interrompre, Carole, ce processus, Richard de Sales nous dit justement qu'il est moyennement démocratique dans la mesure où on est précisément... au XXIe siècle, on utilise des termes en fait démocratiques. Oui, mais il n'est pas forcément démocratique parce que les gens ne se sont pas sentis associés à ce processus. Le terme de démocratie n'est pas le terme approprié, parce que lorsqu'on se place dans une logique de terme démocratique, on n'est plus dans la conciliarité de l'Église. Je m'explique. Ça veut dire qu'il y a des rapports de force entre une majorité et une minorité, la majorité peut utiliser tous les moyens pour imposer à la minorité en fait une décision. Ça, c'est très bien dans un conseil d'administration. C'est ce que dit le grand théologien grec Chrysosianalas. Il dit le synode en fait d'évêques n'est pas un conseil d'administration. C'est pas des rapports de force qui existent entre les. C'est un rapport d'ecclésiologie, un rapport de communion, un rapport à la vérité qui doit unir dans la délibération au sens grec du terme. La délibération, c'est-à-dire la manière de prendre la position de l'autre et ma position en même temps pour arriver en fait à une unité, à une vérité qui s'impose à tous. Donc on voit très bien que c'est un processus qui est très ecclésial en fait, à laquelle on est appelé dans une logique-là. Alors que là, on utilise davantage decision making, on utilise des termes en fait de scope, on utilise en fait des termes de gouvernance, governance. Ça veut dire quoi? C'est comme si on était dans le cadre d'une société qui est commerciale, qui est formée de rapports de force, rapports parfois pécuniaires, rapports de force de personnalités qui sont importantes, etc. L'Église, c'est pas ça. L'Église est dans une autre démarche. Ça n'exclut pas la possibilité et la nécessité qu'il y ait une respiration de débat à l'intérieur de l'Église. Mais à un moment donné, tout ce qui touche à la doctrine de la foi, n'importe qui ne peut pas décider d'une manière démocratique de ce qu'est en fait la doctrine de la foi. Je veux dire, il y a des gens qui ont fait des études, qui ont été en fait des pères d'église, qui sont des évêques, qui sont des moines. Et donc, il faut faire confiance, je dirais, à cet ensemble. Là où le vrai problème se pose, c'est lorsqu'on a une gouvernance verticale, c'est-à-dire top-down, comme ça a été le cas depuis Charlemagne dans l'Église catholique, qui fait aujourd'hui qu'on a toutes ces problématiques aujourd'hui dans l'Église catholique, alors que dans l'Église orthodoxe, on se targue en fait de la conciliarité, de la synodalité, mais on voit très bien qu'il y a un principe de décision qui manque. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir le principe, je dirais, de la verticalité, de la décision à partir du moment où la conciliarité a joué. C'est là où, à mon avis, les deux expériences de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe sont importantes pour se compléter. Peuvent s'enrichir mutuellement. Richard de Sales. C'est ce que le pape avait dit au début de son pontificat. Dernière réflexion là-dessus. Quand on pose la question, le synode et après, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qui en résultera ou de ce que vous estimez qu'il en résultera? Le point le plus important qui paraît ressortir maintenant, mais une fois de plus, il faut rappeler que le processus synodal n'est pas complet, puisque en fait, les groupes de travail rendront leurs conclusions en juin 2005, comme vous l'avez rappelé. C'est l'idée de passer d'une gouvernance pyramidale à une gouvernance horizontale, où, pour reprendre les termes de l'instrumentum laboris, il y a d'un côté le decision making qui doit être démocratique, participatif, conciliaire, synodal entre l'évêque et toutes ses troupes, et le decision taking qui est en fait la mise en application de ce qui a été décidé d'un point de vue démocratique et horizontal.
ça, c'est quelque chose de fondamental parce que, d'une certaine manière, même les catholiques qui n'ont pas été écoutés dans le processus de discernement, ou de ce qu'on veut bien appeler processus de discernement, peuvent effectivement avoir maintenant l'occasion de réclamer un pouvoir dans leur paroisse, dans leurs évêchés et dans leur continent. Et donc, je trouve que ce processus beaucoup plus progressiste, qui ne veut bien l'avouer, même s'il est évident quand on écoute le cardinal Ulrich ou le pape François que le progressisme est à la racine de cette démarche synodale, peut aboutir paradoxalement à un renforcement d'un catholicisme moins attaché à l'horizontalité et au fait d'aller vers tous les horizons et dans les dynamismes les plus rapides, et au contraire à quelque chose d'un peu plus statique. Donc c'est quand même un appel à la responsabilité. Si on doit simplement résumer, c'est un appel à la responsabilité de chaque fidèle pour qu'il prenne en main sa part de responsabilité de l'avenir de l'Église. C'est ça l'esprit du pape François, en fait. Les laïcs ont un rôle essentiel. Arrêtez d'être passifs et de tout attendre d'une institution. Et donc je pense que les catholiques conservateurs qui regrettent de ne pas être écoutés n'ont qu'à se saisir de l'occasion qu'on leur donne. Absolument. Eh bien, je pense qu'on peut s'arrêter sur le synode pour passer au point suivant. Nous sommes toujours avec Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, Richard de Sèze, essayiste, consultant en communication. On va parler du Liban à présent. Le Liban, alors la guerre, le Hezbollah, on sait les fracas qui résultent de cet affrontement terrible dont on parle évidemment sur notre antenne à intervalles réguliers. On essaie non plus de ne pas vous bombarder, je ne fais pas de jeu de mots, avec ces informations qui nous parviennent tous les jours. Le Liban, pays du Cèdre, se caractérise par son histoire, sa culture, ses paysages. On va prendre l'angle patrimonial. Il y a un patrimoine au Liban qui est extrêmement riche, mais il est menacé. Il y a 5 sites inscrits, Tyr, Byblos, Baalbek, Anjar. 4 sites culturels, il y en a un autre dont j'ai oublié le nom, je n'ai pas le nom sous... La montagne des Cèdres. La montagne des Cèdres, exactement, avec la vallée sainte de Kadisha qui représente des paysages culturels. Ces paysages sont-ils aujourd'hui menacés? Cela peut-il servir de déclencheur à une forme de mobilisation, même si c'est peut-être une mauvaise raison de se mobiliser pour des pierres plutôt que pour des hommes, Carole Sabat? Je dirais le patrimoine culturel, le patrimoine archéologique, les forteresses, les églises, les mosquées, sont je dirais, une expression de civilisation. C'est des témoins, en fait, qui existent depuis des siècles et qui sont un patrimoine universel, d'une certaine manière. Ça dépend après si ça rentre dans le cadre de l'UNESCO ou pas. Et donc, le risque que ces monuments et ce patrimoine culturel soient instrumentalisés à des fins politiques, dans le sens où ça devienne des cibles en tant que telles, parce que on n'est pas d'accord avec la vision de la civilisation qui est en face, et donc on détruit un peu ces sites historiques archéologiques. C'est une destruction de la mémoire en tant que telle, de la mémoire, de l'identité, d'un certain nombre de choses. Or, c'est un peu l'enjeu de ce qui se passe actuellement au Liban. Ça s'est pas uniquement passé au Liban. Pendant la guerre syrienne, il y a eu aussi beaucoup de sites, je dirais, très importants, Palméa, qui était très très important pendant la guerre du Liban en 75. Certains considèrent que c'est une guerre civile, d'autres considèrent que c'est une guerre des autres sur le territoire libanais. Donc c'est peut-être un mélange des deux. Mais il y a eu beaucoup aussi d'actifs de ce patrimoine culturel qui ont été volés, qu'on a retrouvé ici ou là. On peut reprendre ce qui s'est passé en Grèce aussi, la manière aussi dont le patrimoine a été dépecé, et puis qu'on a retrouvé dans des musées en fait britanniques ou autres. Donc toute cette démarche-là, à un moment donné, on a considéré qu'il y a une nécessité internationale et universelle de protéger ces sites, parce que c'est la mémoire de l'humanité, c'est pas la mémoire d'un peuple, c'est pas la mémoire d'une identité. Et donc il y a eu cette convention de La Haye en 1954 avec plusieurs protocoles. En 1953, un premier, puis un protocole en 99 et un protocole en 2004. Et donc la démarche de l'UNESCO, c'est lorsqu'en fait il donne une protection à un site qui est reconnu. Ça ne veut pas dire que les autres sites qui ne sont pas reconnus, tu as cité Baalbek, il y a bien sûr la forteresse de Tyr qui peut être menacée, il y a la forteresse de Byblos aussi. Est-ce que ces sites ont été touchés par la guerre? Pour le moment, ces sites n'ont pas été touchés directement, mais rien n'empêche. Par exemple, Baalbek a été touché, qui est quand même un des temples les plus remarquables, et je dirais c'est cette colonne de Baalbek qui sont universellement, et c'est un peu la marque du Liban lorsqu'on va là-bas, mais qui sont universels parce que c'est un temple romain, c'est des temples qui sont très très anciens, a été touché à 700 mètres, je dirais. Il y a eu des frappes à 700 mètres, donc ça peut aussi impacter le sol, ça peut impacter beaucoup de choses. Et parfois aussi dans les médias occidentaux, on dit c'est le fief de Hezbollah. Bon, on peut être pour ou contre le Hezbollah, considérer que c'est un mouvement terroriste ou c'est un mouvement en fait de libération ou de résistance, ça c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans ces considérations. Mais lorsque les journalistes en France, etc., disent que c'est un fief de Hezbollah, est-ce que ça justifie en fait que, vous savez, Baalbek, c'est une ville qui est bouillonnante, une ville qui est extraordinaire, et est-ce que ça
peut justifier qu'il y ait en fait, parce qu'il y a peut-être une présence de Hezbollah, qu'on détruise des quartiers entiers ou qu'on touche directement. Donc pour le moment, ces sites n'ont pas été touchés directement, mais il y a un vrai risque. Et d'ailleurs, Jack Lang a fait une déclaration en fait qui est d'alerte très très importante sur justement le patrimoine culturel, la défense du patrimoine culturel du Liban et la nécessité de ce qu'on appelle, ça rentre dans le cadre du droit humanitaire international. Israël a accepté en fait la convention de 1954 et a signé et ratifié le premier protocole, mais pas les 3 autres derniers par la suite. Le Liban, bien sûr, avait accepté. Et donc, il y a une responsabilité de droit international là-dessus. Pas seulement pour le patrimoine, mais aussi, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Et un enjeu d'image, parce qu'on imagine mal qu'Israël puisse bombarder de tels monuments sans qu'il y ait de répercussions sur l'image de l'État hébreu. Je donne juste une information qui est intéressante, parce qu'en Israël aussi, il y a une organisation qui s'appelle Emek Shaveh. Emek Shaveh, en fait, c'est une organisation qui a pour objet de construire des ponts et les passerelles entre en fait le patrimoine archéologique palestinien et le patrimoine archéologique israélien, et défense. Et c'est des juifs en fait qui sont dans cette organisation. Ils sont très influents, mais qui prennent la défense des sites palestiniens et de la nécessité de les subventionner, etc. Et parfois ils vont jusqu'à la Cour suprême en fait en Israël pour défendre les patrimoines. C'est cette logique là qui doit prédominer. Alors que si on veut rentrer dans une barbarie humaine, on peut détruire tous nos sites inversement. On a vu ce qui s'est passé en Afghanistan par exemple avec les Bouddhas de Bamiyan. Ouais, tout à fait. Notamment. Tout à fait. Richard de 16. Alors, vous disiez que ce n'est pas la mémoire d'un peuple, ce n'est pas la mémoire d'une identité, c'est la mémoire de l'humanité. Ouais. C'est parce que c'est la mémoire d'un peuple et la mémoire d'une identité que ça devient la mémoire de l'humanité. Et je ne sais pas ce que Israël a signé ou pas signé. Parmi les conventions internationales, il y a aussi le fait de dire qu'on ne bombarde rien sauf si c'est un objectif militaire. Une fois qu'on explique que c'est le Hezbollah qui est là, donc ça devient un objectif militaire. Et donc, quelles que soient les conventions signées ou pas signées, on a le droit de les bombarder. Enfin, on a le droit, selon Israël. Si on regarde la manière dont Israël traite le patrimoine libanais, il suffit de regarder ce qui s'est passé en matière patrimoniale à Gaza pour se rendre compte que, en fait, les musées, les bibliothèques, les mosquées et les églises comme Saint-Porphyre ne comptent pas beaucoup dans la guerre. Et bien sûr, on n'a pas encore abattu le temple de Jupiter à Baalbek, mais le dôme de Douris du XIIIe siècle s'est pris une bombe et les souks de Nabatier, qui dataient de quelques siècles, ont été réduits en cendres. Ils sont magnifiques. Ils étaient magnifiques. Voilà. Donc, autrement dit, il y a déjà des atteintes patrimoniales. Et ça, c'est la guerre qu'il veut, et on l'a tous vécu. Je voudrais pas qu'on parle du patrimoine uniquement sous l'angle des déprédations guerrières. On a connu en France 2 crises iconoclastes majeures, les protestants et les révolutionnaires, mais entre 2 épisodes majeurs, il y a juste la manière dont le roi de France a décidé de péter le portail de Notre-Dame parce qu'il fallait pouvoir y rentrer autrement, et la manière dont le chapitre de Notre-Dame a décidé d'exploser le jubé parce que ça ne lui plaisait pas. Au Liban, les promoteurs sont en fait les principaux adversaires du patrimoine libanais. Voilà, et donc les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers. Et Dieu sait s'il y a un nombre considérable de promoteurs immobiliers au Liban. Comme le disait un Libanais, au gouvernement, tout le monde est soit promoteur, soit cousin d'un promoteur, soit beau-frère d'un promoteur. Autrement dit... Comme partout d'ailleurs, en Grèce aussi. Hein, la plupart des incendies en Grèce, c'est des promoteurs immobiliers. Mais en quoi ça porte atteinte à ce patrimoine? C'est qu'ils n'hésitent pas à raser. Mais oui, voilà. En fait, il n'y a pas... D'abord, le patrimoine est beaucoup moins protégé qu'en France. Donc, on n'hésite pas à raser des maisons. On n'hésite pas, y compris à Baalbek, à construire sur les sites archéologiques, et quand il y a un monument qui est en mauvais état, on le détruit, on le rebâtit à neuf, sans aucune prétention à retrouver l'esprit ou les matériaux. Il y a une direction générale des antiquités au Liban qui est très très alerte sur ces questions-là, et quand elle est très alerte, mais elle est pas efficace. Non, elle est très efficace. Il y a d'ailleurs en 2012, il y a eu une grande mission en fait aussi de la direction générale des antiquités en France qui a fait un excellent rapport sur le travail. Bien sûr, elle manque de moyens. Elle manque parfois en fait par rapport à la cupidité de certains. Mais c'est une question de moyens, Carole. Est-ce que c'est pas plutôt une question d'après ce que dit Richard, d'esprit, de culture? Non, pas du tout, de mépris de son propre patrimoine. Non, je peux pas dire ça, parce que les Libanais sont très fiers de leur patrimoine, même si en fait il y a des gens cupides comme on trouve partout en France et en Grèce, dans d'autres pays où parfois l'archéologie. Vous savez, en Grèce, lorsqu'il y a un terrain, parce que tout est archéologique en Grèce, on commence en fait à avoir un permis de construire pour construire et pour
on trouve quelque chose, on arrête le chantier et tout est Pour ne pas payer d'impôts. tout est bloqué. Tant que le toit n'est pas Donc posé. la cupidité existe partout. Par contre, en fait, la conscience de la nécessité de protéger, elle existe. Le Liban est très riche justement par ces circuits touristiques et ces circuits de pèlerinage. Bien sûr, après, il y a eu la guerre. Et la guerre, en fait, c'est un pays qui, depuis 40 ans, vit des situations de guerre qui sont renouvelées. Le Liban, c'est un peu comme le phénix, c'est-à-dire il renaît toujours de ses cendres. Mais je ne peux pas laisser dire que les Libanais détruisent eux-mêmes, en fait, leur patrimoine par cupidité. Ça peut exister. C'est les Libanais qui le disent eux-mêmes. Non, où ça, ils le disent? Dites-moi. Donnez-moi des références. Par exemple, voilà. Dans l'Orient le jour, vous avez lu Oui, donnez-moi la référence. Non, alors, je Ouais, suis incapable de vous non, mais expliquer il faut la dire, l'Orient le jour. 18 articles de l'Orient le jour que j'ai lu, il y avait le fait que ça on existe accusait partout. Ça existe les partout. promoteurs. Ça existait partout. Et comment faire en sorte de protéger ce patrimoine? Parce que en ce moment, il y a des tirs. Vous le disiez, Richard de Sèze, vous le rappeliez, hein, quand il y a un objectif militaire, ça justifie les tirs. Comment s'assurer Ça que justifie pas les tirs. En tout cas, dans le droit international, on dit il y a un objectif militaire, donc on tire sur un monument. Non, en fait, à partir du moment où il y a un militaire dans un endroit et qui est un endroit en fait entouré de civils, le droit humanitaire international interdit tout ciblage de militaires qui se trouvent en zone de civils. Pardon, je parlais pas de civils, je parlais des monuments, des patrimoines. Oui, mais c'est la même chose, c'est le même principe. Mais dans l'hypothèse où un chef militaire du Hezbollah se cache dans un site archéologique, est-ce que ça justifie? Si un chef du Hezbollah se cache dans le temple de Bacchus à Baalbek, qu'est-ce qui se passe? Le droit international humanitaire l'interdit. Il interdit quoi? De frapper. De frapper sur le monument. C'est évident. Et ça applique pour les monuments comme ça s'applique pour les civils. Le Hezbollah respecte le patrimoine? Je ne sais pas si le Hezbollah respecte le patrimoine ou pas, ça c'est un autre débat. Mais la question, c'est quand même notre débat. La question, c'est pas l'impression que le temple de Jupiter ait été transformé en centre de commandement. Non plus, oui. Parce qu'en fait, ça c'est un peu la manière dont la communication se fait en face, je dirais, pour dire qu'il s'abrite à travers des boucliers humains ou des boucliers en fait culturels ou patrimoniaux. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est pas la situation comme ça. Il y a eu par exemple des tirs à l'intérieur même de Beyrouth qui ont ciblé tout un quartier parce qu'il y avait une personne et tout un quartier a été détruit. C'est inadmissible. L'armée israélienne a demandé qu'on évacue Tyr. Inadmissible. Aujourd'hui, par exemple, le port de Tyr. Mais est-ce que le droit international permet justement de détruire tout un quartier? Justement, non. Enfin, le droit international humanitaire, l'interdit. Et d'ailleurs, en fait, le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration très claire là-dessus. Le droit international humanitaire l'interdit. Enfin, je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir une armée aussi morale que Tsahal prétend l'être, et d'avoir cette armée de juristes, surtout que possède Tsahal, d'expliquer que chaque frappe peut être en fait justifiée suivant l'interprétation qu'on donne des traités internationaux, d'autant plus que, comme les États-Unis, Israël ne les a pas tous signés. Richard de Sèze, Carole Sabat, je vous propose de consacrer les minutes qui nous restent, il y en a 4 exactement, à Halloween, qu'on a quand même, alors vraiment on tourne une page et une grande page, puisque ça n'a aucun rapport avec le sujet que l'on vient d'aborder, la question du patrimoine libanais qui est menacé par la guerre, mais aussi peut-être par un manque de moyens pour l'entretenir. Halloween, il y a une enquête qui a paru récemment et qui nous parle de la désaffection que rencontrerait cette fête d'importation récente, qui donc prend souche sur la fête de la Toussaint. Halloween célébré avec ferveur dans de nombreux pays, nous dit cette enquête réalisée par une agence de communication, une agence dont je cherche le nom, qui s'appelle Preply, et qui, dans cette étude, montre que 58% des Français considèrent qu'Halloween n'est pas une fête importante pour une majorité de la population. Cette célébration ne trouve pas sa place dans le calendrier festif français, pourtant riche en événements traditionnels. Plusieurs raisons expliquent ce désintérêt généralisé. Vous avez pris connaissance de cette enquête que je vous avais fait parvenir. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une enquête qui est reliée à une commande religieuse pour essayer de défendre la Toussaint par rapport à une sorte de concurrence invasive qui viendrait d'outre-Atlantique. C'est une enquête objective qui montre simplement le rapport des Français à la fête d'Halloween. Richard de Sèze. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'effectivement, ils considèrent que ce n'est pas une fête traditionnelle et que c'est une fête très consumériste. J'ai par ailleurs consulté une enquête d'Opinion Douée pour Bonial qui disait que 76% des Français n'allaient pas fêter Halloween. Mais ce qui ressortissait, c'est qu'en fait, les plus pauvres fêtent Halloween et que les magasins Action et Jiffy sont en tête du podium des achats réalisés pour Halloween. Donc on a en fait, dans les jeunes générations, les 18-35 ans, une américanisation des esprits qui conduit malgré tout à ce que Halloween fasse partie dorénavant
d'une fête qui d'ailleurs est célébrée par les parcs d'attractions. Le parc Astérix réalise ses meilleures entrées à Halloween. Et on a visiblement une bascule où cette prétendue fête avec ses horreurs est malgré tout célébrée par la portion de la population la plus pauvre et vraisemblablement Donc un la moins ancrage quand cultivée. même de cette fête alors il y a à la fois deux choses, il y a une classe d'âge Une classe d'âge et une et classe, un milieu social. Tout à fait. Et donc là il y a une sorte de je dis pas d'emprise mais d'enracinement Là, qui ça se a fait. pris. Carole Sabat. Moi, je trouve en fait que déjà à la base, il faut revenir. Je dirais, Halloween, c'était une fête païenne celtique, avec des expressions, je dirais, qui célébraient quelque part la mort, les esprits qui reviennent visiter pendant cette période, je dirais, entre la fin de l'été et le début de l'hiver, que moi j'appelle l'hibernation quelque part, et que les gens considéraient à l'époque que cette période-là est une période qui un peu est associée à la mort et où les esprits reviennent un peu. Donc il y a ce grand rituel, c'est une fête ritualiste, c'est une fête, ça c'est historiquement. Après, ce que est devenu Halloween, qui s'est venu se greffer justement dans le cadre d'une forme un peu, je dirais pas de sécularisation un peu de nos sociétés, mais de rationalisation de nos fêtes, parce que en fait l'identité chrétienne, la conscience chrétienne, la fête autour par exemple de la Toussaint n'est plus tellement, je dirais, de mise pour. C'est un marqueur du recul de la Absolument. Toussaint. C'est un marqueur de recul de la Toussaint, c'est ce que je voulais dire. Tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, on sent un recul, et donc ce qui est en fait venu se greffer sur cette fête païenne, sur en fait ce recul venu se greffer une opération commerciale, tout simplement, en fait, avec un esprit très anglo-saxon, et donc c'est cela qui est à mon avis condamné aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Carole Sabat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, avocat, Richard Dessez, essayiste, consultant en communication. Merci beaucoup Louis Dauphren. Eh bien merci Pierre-Hugues. Et merci Pierre-Henri Paget qui réalisait cette matinale.